Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, c'est avec Maurice Barrès que nous allons partir en vadrouille, en effet. Je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des Déracinés. Alors, nous sommes avec une bande de jeunes gens de Nancy qui s'installent à Paris. Nous en sommes au chapitre 3 de cette histoire. Nous les retrouvons au café, puisqu'en effet, c'est ici que finit la jeunesse, selon l'auteur. Roman du 19e siècle, par ailleurs, fin 19e. On peut parler devant Renaudin, qui est arrivé, dit Racado. Mouchefrein, qui a du brillant, voudrait servir de secrétaire à Bouteiller, l'accompagner, recevoir pour lui gratuitement s'il le faut, et moi, qui ai le goût des affaires, je serai son homme de paille. Son homme de paille. Il n'est pas riche et tout le monde dit qu'il va faire de la politique. Renaudin, qui n'était pas toujours égoïste, la trouva bien bonne et voulut que chacun en rit. « Chut ! Chut !» fit Racado en lui pressant le bras. Il serait capable de se lever demain devant moi. Et l'autre, en bouffonnant tout haut, « Si vous avez des commissions pour Bouteiller, messieurs Racado et Mouchefrein, chargez-en notre ami Suret-Lefort, car le grand homme très sensible à son billet m'a chargé de lui faire savoir qu'il recevrait le mardi de 11h à midi. » Cette nouvelle fit son effet. Pour passer leur humeur, Racado et le nabot Mouchefrein gouaillaient Sturel sur sa pension de famille. Il se contenta d'alléguer la commodité du vivre et du couvert réunis. Sa chambre silencieuse dans un quartier désert et si pleine de ses rêves lui semblait encore plus belle, vue de ce café grouillant et vulgaire. « Pour moi, dit Suret-Lefort avec l'expression qu'il avait prise à Bouteiller, je ne crois pas que la solitude soit bonne au début de la vie. Qu'un homme politique sentant qu'il va s'échauffer et céder à sa bile fasse un voyage, bien. Mais à 20 ans, il nous faut user de tout et faire notre apprentissage général. Je pense plutôt, dit Sturel, que des garçons tombés sur le bitume parisien n'ont guère de bonne place pour jouir de la vie et le plus utile emploi de nos curiosités est dans la méditation et l'inspection de nos aptitudes. » Comme Mouchefrein et la Léontine sur ce mot ricanaient, Suret-Lefort les interpella sèchement. « Mouchefrein, nos réunions sont inutiles si nous ne nous prenons pas au sérieux. »« Eh bien quoi ?» intervint le brutal Racado. « Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on plaisante, Sturel. »« Bon, jadis, » riposta Renaudin. « Mais c'est pas lui que tu dînes ce soir, et dans la vie, je le prévois. Il prêtera quelques pièces de 100 sous à l'ami Mouchefrein. » Ces paroles de bon sens frappèrent les jeunes gens. Et les situations sociales se dessinaient. Racado et Mouchefrein, ses deux frères, eurent l'impression d'une aristocratie. Ils retrouvèrent leur supériorité lorsqu'on parcourut les brasseries de femmes, fort à la mode au quartier latin. Ni Suret-Lefort ni Sturel, qu'on tirait difficilement d'eux-mêmes, ne pouvaient trouver là leur aise, mais ils goûtaient le plaisir si vif à 20 ans, si vif du noctambulisme. On faisait des connaissances. Quand l'heure fut venue de s'acheminer vers la gare, Mouchefrein, excité par les rires de Racado et de la Léontine, marchait devant et prodiguait au long des boulevards une facétie de sa caserne qui était d'accoster tout passant isolé. « Tiens, voilà Römer-Pascher. »« Oh, pardon, monsieur, je vous prenais pour notre ami Maurice Römer-Pascher. » Des étudiants et des filles se joignirent à eux en criant « Römer-Pascher, Römer-Pascher » Et l'on disait « Ce sont les étudiants qui vont réclamer un camarade au poste. » Un monôme se forma. Des agents suivaient, soupçonneux. À la gare de l'Est, leur jeunesse plut, on les laissa crier. Quand le train pénétra en gare et que les voyageurs franchirent le contrôle, ce fut une clameur ininterrompue jusqu'à ce que les 5 aperçurent enfin la bonne tête bouclée de Römer-Pascher. Les yeux étonnés par la lumière, ils débusquaient avec une petite valise. Tous se rangèrent sur une seule ligne, comme au régiment, et lui, en bon garçon qui se prête à la plaisanterie, et ce qui vaut mieux en bon esprit qui ne se perd pas à faire l'étonner, il passa devant eux au cri de « Vive Römer-Pascher », tandis que Mouchefrein, fort échauffé, dansait à ses côtés pour figurer, disait-il, le cheval qui piaffe. Puis l'ivrogne commanda « Demi-tour, au quartier !» Au milieu d'eux,
Remeur-pêcheur marchait gravement, mal éveillé toutefois, ému par l'importance d'une telle heure dans sa vie. Sous sa main, il sentait son cœur heureux et vaste à contenir Paris. Il marchait avec force et légèreté, reconnaissant envers les ancêtres qui avaient assemblé les ressources de cette grande ville pour qu'il pût un jour y participer. Ses compagnons, comme des bêtes, bruyaient. Mais leurs cris et leurs danses, d'une façon confuse, symbolisaient à son esprit l'enivrement de cette nouvelle existence. Dans ce cortège, ils s'avançaient appuyés au bras de Sturel, jeunes et graves tous deux, et par ce geste fraternel qui ne leur était pas familier, et aussi par leurs pas cadencés, ils savaient bien qu'ils se juraient tout bas de céder à comprendre la beauté. Sturel le fort, mince, raide et de ses gros bras balancés, le regard fixe sur son rêve, marchait à leur gauche du pas automatique d'un soldat. Derrière eux, Renaudin assujettit son monocle, que son sens du comique compromet, et il répète gouailleur toujours, mais heureux d'avoir ses camarades à Paris. Ils sont sérieux comme des paysans, comme des paysans. Racado et la Léontine, naïvement et pleins de joie, admiraient le mouche-frein. Boulevard Saint-Michel, on entra chez un marchand de vin crémier, alors installé au coin de la rue de Médicis. 50 personnes s'engouffraient avec eux. Remeur-pêcheur fit signe qu'il voulait parler, et tous, réclamant le silence, « Messieurs, je ne suis pas Gilles Blas dans la première auberge de son premier voyage. Votre accueil me touche. Mais je n'ai pas l'intention d'offrir le punch sur lequel on pourrait compter. » « Très bien, criaient ses amis. Et lui, se tournant vers Sturel, « Fais-moi une place, François. » Remeur-pêcheur a prononcé François. Eux-mêmes disent très bien, en traînant sur les finales. C'est l'accent lorrain qui fait rire. François Sturel avait toujours été appelé par les siens François. Jadis, la diphtongue wa se prononçait we. Dans les villages de ces jeunes gens, il demeure beaucoup des mœurs, des préjugés, de l'âme, enfin, de ces François, qui se désignaient eux-mêmes par un assemblage de sons maintenant insupportables à l'oreille parisienne. La gouaillerie et le bon sens de Remeur-pêcheur, comme son accent, sortent du vieux fond national. Mais s'asseyant à côté de Sturel, sans plus s'inquiéter du tapage, « Qu'est-ce que Paris ?» dit-il. « Qu'est-ce que Paris? Est-ce si grand, si beau ?» « Plus beau, dit Sturel. Plus grand que nous n'avions rêvé. Mais c'est très plein, en revanche, jeta l'ironique Renaudin. Tous, entraînés par l'ardente curiosité et le ton convaincu du nouvel arrivé, commencèrent à se communiquer les uns aux autres leur jugement sur Paris. Ils goûtaient le plaisir de s'expliquer et de se connaître soi-même. Ils avaient hâte de sortir du trouble, de l'indiscernable où ils avaient vécu dans la période chaotique du lycée. « Je vais, en vous quittant, dormir une paire d'heures, dit Remeur-pêcheur. Vous m'indiquerez une chambre au plus épais, ces fenêtres bien ouvertes sur la rue que j'entende tout le tapage. Et sitôt, la vie réveillée dans les rues, j'achète un cahier blanc, un itinéraire et je commence à visiter les gens, les monuments, les idées pour comprendre le plus de choses possibles. L'instant est venu de nous déniaiser. » Les choses, répond Sturel, cela ne m'attire guère. Ce que j'aime ici, c'est que j'y suis mon maître. Depuis 6 jours, à vrai dire, un seul endroit toujours m'attire. Continue Sturel. Je le devine, interrompit Remeur-pêcheur, qui lança une gaillardise et aussitôt, pour s'excuser, il posait affectueusement sa main sur le bras de son ami. Il devinait que celui-ci n'avait pas une assez forte santé d'âme pour conserver joyeusement parmi des pensées sérieuses le gros ton de la jeunesse. Il reprit... « Tu es allé chez Bouteiller ?»« Je n'ai rien à demander, » répliqua fièrement Sturel. « Il est au Père-Lachaise, » intervint de sa forte voix Racado. « Il a refait le serment de Rastignac après l'enterrement du père Goriot, quand il s'écrie « À nous de Paris !» C'est un jouisseur délicat que monsieur François. Sturel secoua la tête. Rastignac avait été élevé à la campagne avec 3 sœurs charmantes. Moi, j'ai été élevé avec vous tous. L'observation est d'une qualité
trop fine pour porter à 4 heures du matin. Coupant court, il expliqua que jusqu'à 7 heures, dans tout Paris, c'était les galeries de l'Odéon qui lui plaisaient le plus. Renaudin haussa les épaules. Aujourd'hui même, tu avais sous les yeux un spectacle plus instructif que tous les bouquins. Tu n'as pas daigné regarder l'enterrement de Gambetta. C'était splendide, jeta la Léontine. Tout le monde peut voir un spectacle parisien, mais encore faut-il savoir le lire, continua Renaudin, du ton dédaigneux d'un Parisien qui rentre dans son village. Les amis du mort tiendront encore la République pendant des années. Les serments qu'ils avaient échangés aux dernières années de l'Empire, ils viennent de les répéter. Quelles circonstances faudra-t-il, quelle lutte, ou des concours leur seront nécessaires pour qu'ils autorisent une nouvelle génération à entrer dans leur place? Eh bien moi, dit Mouchefrein, je vous affirme que Bouteiller sera député avant 5 ans. C'est qu'il sera domestiqué pendant 4. Comprenez-moi, je ne vous raconte pas que les amis de Gambetta refuseront des stagiaires. Je vous explique qu'ils garderont jalousement les emplois. Député, c'est le titre de 580 personnages, mais peut-on compter 50 vrais députés, 50 qui soient initiés aux moyens du parlementarisme? N'y a-t-il pas quelque part, dit Suret Lefort, d'autres serments qui se prêtent? Une formule nouvelle? À ce pacte vieilli dont tu parles, pourquoi ne pas opposer une ligue toute neuve? Le jeune intrigant devinait qu'apprendre la filière, on piétine trop longtemps et qu'il est plus profitable de se faire craindre par des attaques de front, parce qu'une influence politique est toujours une valeur d'échange. Il y a le socialisme, répond Renaudin. Il manque d'hommes capables d'étendre leur autorité sur un monde capitaliste et d'éducation bourgeoise. Ils n'ont que des orateurs condamnés pour la vie, aux agitations. Un rôle à prendre, c'est d'être l'interprète du socialisme hors des milieux où il prospère. Le docteur des gentils, le délégué sur qui les possédants se rueront d'abord, avec qui ils transigeront ensuite. La politique, dit Sturel avec dégoût, c'est trop peu. Hugo ne vivra plus longtemps. Au-dessus des partis, il faut un homme qui soit l'expression du pays. Peste, fit un interrupteur. La province est césarienne. C'est tous des ratapoils, cria un second inconnu. Monsieur, laissez-nous tranquilles, fit avec fureur Racado. Un malotru bougonnait encore. Mouchefrein l'assaillit de bourrades et d'injures ordurières qui le dépeignaient vivant de l'exploitation des femmes. Cela a rétabli le calme. Il est beau que Racado et Mouchefrein, montés en dignité, combattent pour assurer la paisible expression d'idées générales qu'ils auraient bafouées sans l'autorité de Remuspacher. À nul âge, on philosophe plus volontiers qu'à 20 ans, et surtout vers 4 heures du matin. Même la Léontine en a les lèvres entr'ouvertes dans une face totalement abrutie. C'est le signe de son admiration pour ces messieurs. Depuis Verdun, elle aime Racado, parce qu'il est son pareil, et Mouchefrein, parce qu'il est si drôle. De loin, déjà, elle enviait M. Renaudin, qui s'est fait une situation, mais dans cet instant, pour la première fois, elle distingue les autres. Quelle impression déconcertante cette créature humble et grossière peut-elle ressentir de Suret Lefort, dont la physionomie offre quelque chose de félin, d'hypocrite et de fermé qui, joint à son air d'extrême jeunesse, fait plaisir à voir comme une expression rare. De Sturel, une figure grave et passionnée qui rappelle ces admirables temps de la Restauration, où l'on avait des âmes romantiques avec une discipline classique. Remuspacher appartient à une humanité plus puissante. Il a du rayonnement. Les plus grossiers sont sensibles à l'attrait de la grande sociabilité, et même cette pauvre parente des bêtes, cette Léontine mêlée à leur débat comme une génisse attachée au piquet d'une tente où l'on discute, approuve les jeux de sa physionomie quand il parle. Sa tête est forte, sympathique, avec des cheveux roux qui frisent. Ses vêtements sont ouverts sur un gilet mal boutonné qui laisse largement voir une chemise molle de toile grossière. De ce milieu, par sa force tranquille, il a banni le ton plaisantin.
Il a libéré les vrais sentiments jusqu'alors intimidés de chacun. Maintenant, de leur accord, il croit tirer une plus-value générale. Nul d'eux qui désormais ne s'intéresse, comme s'il en attendait un bénéfice personnel, à ce qu'ont découvert les camarades dans Paris. Leur dialogue avait toutes les secousses des entretiens nocturnes, mais ils parlaient toujours de leur terrain commun, le lycée de Nancy, pour se développer, se diviser, se réunir, exprimant ainsi les natures diverses de ces jeunes gens. Heureux de se retrouver, ils s'imaginaient former un arbre puissant et que les forces de chacun, pareilles à la sève qui circule, profiteraient à tous. Cette image leur semblait d'autant plus exacte qu'elle avait une certaine beauté morale. Il faut être bien vieux pour oser reconnaître mensongère une conception qui, si elle était vraie, créerait de la fraternité et de l'agrément. Ces jeunes gens ne se connaissent pas d'autre père que Bouteiller et, s'ils discernent les uns chez les autres, au cours de cette soirée, des nuances particulières, ils sont bien éloignés de s'en inquiéter. Ils n'imaginent pas qu'un jour, l'habileté de Renaudin, l'ambition de Suré-le-Fort, la poésie de Sturel, la curiosité intellectuelle de Remuspacher pourront les mettre en opposition, ni même les séparer. Ils admirent plutôt ces différences parce qu'elles leur marquent combien, en 2 années, ils se sont développés. Et ils s'en témoignent de la surprise par un silence où ils s'examinent. Puis, d'un accord silencieux, ils se comparent à la masse compacte des filles et des étudiants agglomérés dans cette tabagie. Essaim où l'on ne peut distinguer des individus, mais seulement reconnaître une espèce. Sur cette façon de gâteau de jeunesse, le gaz, la fumée, l'ivresse et tous les désirs distribuaient des plaques violentes, alternées de rouge et de noir, tant d'adolescents divers qui hurlaient et s'agitaient, ne donnaient pas à penser qu'ils fussent plus d'un. Ils formaient un seul animal fédératif, toute main tendue, toute bouche ouverte vers l'alcool et la prostitution. De se sentir bien au chaud dans ce chenil, ils riaient pleinement, abandonnés à l'heure présente. « Sturel !» déclara Mouchefrein, par le nom puissant de Bouteiller. « Qu'il nous ait en sa protection, passe-moi ton porte-monnaie, et je te ferai voir le plus victorieux instrument de domination. » Messieurs, pour fêter Remuspacher de Nomémie, qui dès ce jour est Remuspacher de Paris, nous vous offrons un rhum de clôture. Crions tous « À bas Nancy, vive Paris !» Cris de trahison, détestable reniement, oui, ce mauvais garçon a parfaitement résumé cette première partie de leur vie. Et l'ingratitude qu'il manifeste, sans une protestation de ses camarades, a été voulue nécessité par Bouteiller. « À bas Nancy, vive Paris !» traduit ce besoin de se jeter à l'eau qui anime tous ces jeunes gens. Le fossé des filles, la verve irréfléchie des bohèmes, le grognement des pochards composent et ses convenances. L'odieuse clameur d'approbation qui accueille le toast et à laquelle le patron met fin en expulsant tout le monde. Il faisait un petit jour froid, et le vent, aidé par les balais de la voirie, soulevait une sale poussière. Nos jeunes Lorrains, passant d'une telle chaleur dans cette aube glacée, sentent peut-être leur corps souillé de poussière et mal à l'aise sous des vêtements fripés. Mais ces impressions dont à 35 ans ils s'attristeraient ne modifient rien de leur joie sans cause. Ni leur entrain, ni leur haleine fraîche, ni leur regard ardent. Le gros de la troupe empoigna la valise de Remuspacher et, avec 1000 bouffonneries auxquelles leur jeunesse et leur ébriété pouvaient seules donner du charme, ils allèrent l'installer à l'hôtel Cujas, en face du fameux hôtel Saint-Quentin qu'on a démoli avec la rue de Grès en 1888, et qu'habitèrent successivement Jean-Jacques Rousseau, Balzac et ses héros, George Sand, Vallès. Tout personnage dont la sensibilité préparait les chemins à ces jeunes analystes. Remuspacher garda une fille de la bande, ce dont il eût été gêné devant Sturel. Celui-ci
remontant le Luxembourg vers sa rue Sainte-Beuve, tenait toujours la nouvelle Héloïse sous le bras. En route, il s'aperçut que Mouchefrin avait conservé son porte-monnaie avec 200 francs et qu'il ignorait son adresse. Voilà, c'est la fin du chapitre 3. C'était donc Maurice Barrès, Les Déracinés. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!